Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 septembre 2022 et je continue mes divagations à partir de cet ouvrage, l'Utopie, texte choisi et présenté par Frédéric Rouvillon chez Flammarion. Voilà. Et donc, je picore, hein, je lis, je pratique comme ça. Je lis, je découvre en même temps la lecture et je découvre le texte et à partir de là, je digresse en lien avec la théorie que je défends sur mécaniqueuniverselle.net, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase, la sagesse, l'éveil, l'accession facile à cet état supérieur de l'esprit et du corps qui nous met en relation directe avec le principe créateur, le principe à l'origine de cet univers, dont on ignore tous ce qu'il est. Certains l'appellent Dieu, d'autres le vide, le vide quantique, X, l'inconnu, peu importe. En tout cas, selon ma théorie, selon moi, nous évoluons vers la fusion avec ce principe créateur. Dans l'état d'extase, c'est se retrouver en fusion avec ce qui est à l'origine du monde et ce qui constitue le monde, l'essence du monde en fait. L'essence qui correspondrait aux quarks, à la plus petite nature de l'atome qui nous constitue, qui constitue tout l'univers. Voilà, cette chose unique et qui se retrouve dans tous les éléments, en fait, qui constitue tous les éléments. Cette plus petite particule élémentaire qui constitue tous les éléments. Voilà. Et à cet état-là, dans cet état, qui est sans doute un état non matériel, c'est, à mon sens, l'essence du principe créateur, l'essence de Dieu. Voilà. Et alors, donc j'ai lu plusieurs passages et là j'avais envie de lire la partie qu'il consacre à Robespierre. Voilà, vers la félicité universelle. J'étais assez étonné de voir que Robespierre se retrouvait dans cet ouvrage sur l'utopie, où on retrouve Thomas More, évidemment, et puis beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas. More, oui, bien sûr. Klotz, je ne connaissais pas. Hugo, oui, Victor Hugo, si, c'est lui. Campanella, Babeuf, etc. Même si j'avais entendu parler de ces auteurs-là. Morelli, je ne connaissais pas, etc. Donc, beaucoup d'auteurs se sont intéressés à réfléchir à l'évolution de l'humanité, à une humanité idéale, voilà, pour différentes raisons, je suppose, et on va voir pourquoi, justement, Robespierre
se retrouve dans cette réunion de texte. Bon, je commence à lire et je digresse. Alors Robespierre, vers la félicité universelle. Robespierre, discours sur les principes de morale politique. Texte choisi, édition sociale, 1958. Maximilien de Robespierre n'est pas simplement, ni même foncièrement, un utopiste. Son œuvre intellectuelle, quelques brochures, mais surtout 1 millier de discours prononcés devant les assemblées ou aux Jacobins, n'est pas non plus assimilable au genre utopique. Et pourtant, la vision des choses de ce rousseauiste fervent, sa conception de l'histoire de l'homme et de la politique, des fins qu'il leur assigne, ce va-et-vient constant entre l'idéal et une réalité qu'il faut refaire à son image, tout ceci renvoie irrésistiblement à l'utopie. Ouvrez les guillemets. Nous voulons fonder Salente, écrit-il à Lindet, cité par R. Ruyer. Salente, point d'interrogation. Moins la cité idéale du Télémaque de Fénélon. Alors peut-être que Salente, ça serait la cité idéale dans un livre de Fénélon, Télémaque. Voilà. Que le règne sans partage d'une vertu rigoureuse qui, selon Robespierre, se confond avec la démocratie et se traduira par l'instauration de la félicité universelle. Donc il avait cette vision de la félicité universelle. Alors, le problème, apparemment, c'est que il était dans les corporations qui pouvaient éventuellement le mettre en place. Et c'est peut-être ça le problème majeur des utopistes. C'est le pouvoir. S'ils ont le pouvoir, ça devient tout de suite dangereux. Parce que l'évolution de l'humanité a un rythme qu'on ne peut pas accélérer. Bien sûr, je pense que Robespierre, quand il a pensé, imaginé l'idée d'une félicité universelle, il était pressé de le voir installé. Et c'est presque malheureusement humain d'avoir cette ambition, cette envie de le voir de son propre vivant. C'est très difficile, en définitive, de travailler pour le futur, d'avoir conscience qu'on travaille, qu'on propose quelque chose ou qu'on travaille à quelque chose qui ne nous concerne pas nous, et peut-être pas directement nos enfants ni nos petits-enfants, mais dans un lointain, très lointain. C'est compliqué. Et alors le problème, c'est que quand un utopiste a le pouvoir de mettre en place ses utopies, il peut tomber, et la plupart du temps d'ailleurs, c'est à mon sens ce qui arrive, dans une sorte de dictature, dans une sorte d'autoritarisme, et qui ne tient plus compte et qui devient totalement désastreuse. Donc, en voulant faire du bien, on peut réellement faire du mal en réalité. Voilà. Alors après, c'est humain, malheureusement, c'est comme ça. Je pense que je pense que ça doit être très rare, les utopistes ou qui auraient du pouvoir et qui pourraient avoir une vision à long terme qui les dépasse, qui va au-delà d'eux-mêmes. Peut-être qu'il y a des dirigeants, des chefs d'État qui ont réussi cette prouesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, Robespierre, pour le peu que j'en sais, ça n'a pas été le cas. Ça a été, en gros, quand même un terroriste. Il a... Et très certainement sous découvert... alors après, on n'est pas
Il faudrait avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, savoir pourquoi il s'est conduit comme ça, pourquoi euh, il a, il a participé à cette terreur, etc. Mais bon, en tout cas, c'est le problème, à mon sens. Je continue. Robespierre ou l'utopie au pouvoir. Voilà. Eh ben, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Au cœur même de sa pensée, il y a en effet cette volonté d'une subordination totale de la politique au principe. Voilà. Il veut appliquer de façon totale et impérative la société à ses règles. Et par exemple, aujourd'hui, on a un code pénal, on a un droit. La société humaine, pardon, et les démocraties, grâce à Dieu, le proposent, le sollicitent, mais ne l'imposent pas. On pourrait exiger de chaque être humain qu'il se conforme absolument et autoritairement au code pénal. Alors là, ça serait insupportable pour l'être humain. De pas, on ne peut plus faire un geste. Donc, il y a une sorte de tolérance qui est là. Ce qui ne veut pas dire que le but de ces interdits, le but de l'utopie, c'est de faire progresser l'humanité vers sa perfection. C'est un but intuitif, c'est pas un but conscient de l'humanité, mais c'est le but. Et c'est très bien quand ça reste un vœu pieux, simplement, voilà, que ça soit pas quelque chose qui tombe dans le totalitarisme. Donc je continue. Robespierre observera Hegel, qui vient après lui d'ailleurs, posa le principe de vertu comme l'objet suprême. Et l'on peut dire que cet homme prit la vertu au sérieux. Voilà. Et là, c'est presque une critique, je pense, de Hegel, qui a dû comprendre cette chose-là. On ne doit pas prendre la vertu au sérieux dans ce sérieux-là. La vertu, c'est quelque chose de sérieux, bien sûr, mais on ne peut pas être rigoureux avec cela. Voilà, les religions qui le font, pas les religions, parce que la religion, c'est vraiment autre chose. C'est les hommes qui appartiennent aux religions, aux différentes religions, ceux qui prennent au sérieux et au pied de la lettre les règles, la morale, etc., de leur religion, sont des dangers. Voilà, dans toutes ces religions. Mais ce n'est pas la religion qui est responsable de cela. C'est les hommes, certaines personnes dans ces religions, certains religieux de ces religions qui outrepassent la logique humaine. Voilà, qui vont dans quelque chose de radical alors que la religion en elle-même, même si elle a été créée, elle n'a pas été créée avec une rigueur aussi absolue. Et ça sera un travail du siècle qui arrive, et de la fin de ce siècle et du siècle prochain peut-être, de ramener les religions, l'ensemble des spiritualités, à plus de souplesse, voilà, et de compréhension mutuelle en plus. Donc, l'histoire humaine, dans son ensemble, observe-t-il, manifeste l'affrontement sans merci du bien et du mal, de la vertu et du vice. Ils font les destins de la terre. Ce sont ces deux génies opposés qui se la disputent, écrit Robespierre. Mais je pense qu'il avait une vision juste de ce qui se passait, mais son état d'esprit était sans doute dictatorial.
Et c'est le problème de la chose. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement. Peut-être que s'il avait été plus souple, il aurait risqué sa vie plus tôt, etc. Mais en tout cas, il n'a pas fait partie, pendant cette révolution, de ceux qui ont sans doute apaisé les choses, qui ont été des médiateurs. Je pense pas, je ne connais pas son histoire. Hein. Ça serait intéressant de la connaître un peu plus. Je vous renvoie à son étude. Dans l'ordre politique, ce conflit recoupe exactement le combat entre le peuple, incarnant le bien. En général, il n'y a rien d'aussi juste ni d'aussi bon que le peuple, écrit-il, je pense, et ses ennemis, les rois, aristocrates, etc., qui sont l'immoralité même. Alors voilà, c'est là où on peut critiquer, et je ne me prive pas de le faire sur la mécanique universelle, on peut critiquer le système dominant actuel, les dominants globalement, etc. On peut dire que le peuple est par essence supérieur aux dominants. Et c'est pourquoi l'humanité a choisi, est en train de choisir la démocratie qui est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire le souverain c'est le peuple, donc ça inverse les lois de la nature, et les dominants se hissent à la dominance pour incarner la politique du peuple, qui est par essence plus paisible, plus doux, plus intelligent, plus etc., etc. Voilà, et donc on peut avoir l'esprit critique envers les dominants qui ne respectent pas, par exemple, la démocratie, qui dominent en démocratie tout en ne comprenant pas la valeur profonde de la démocratie. Donc on peut critiquer tout cela. Mais de là à aller dire que l'aristocratie, enfin les dominants, sont tous dans l'immoralité même, c'est une erreur. Voilà. On ne peut pas le voir comme ça. On peut globaliser des choses, dire, bon, le peuple, il est par essence plus paisible, plus sociable, plus humain, plus humaniste, plus fraternel, etc. Et les dominants sont plus combatifs, plus compétitifs, plus, etc., etc., plus individualistes, plus égoïstes, plus, etc. C'est possible, on peut dire ça dans cette globalité. Mais c'est une sorte de généralité qu'il faut d'abord manier avec une absolue bienveillance, en sachant que ces deux entités, le peuple et les dominants, sont les deux frères d'une même évolution. Et donc, ils sont distingués simplement de façon théorique. En réalité, tous les deux participent à l'évolution de l'humanité. Et ce sont tous les deux des frères humains qui construisent l'humanité et qui la conduisent à sa perfection. Voilà, simplement, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils travaillent ensemble, main dans la main, et qu'ils travaillent d'une façon absolument altruiste, finalement, à la même cause. Malheureusement, voilà, on le sait pas encore, cette chose-là. Donc, il y a de l'orgueil, il y a du désir de domination, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont un peu préjudiciables à l'évolution. Voilà. Mais en tout cas, c'est avec bienveillance qu'on peut simplement critiquer tout ce système. Voilà, en sachant que chacun a son rôle et chacun doit être remercié dans l'humanité. Alors, sur la mécanique universelle, faut l'avouer, je suis un peu injuste. Je privilégie un peu le peuple. Je soutiens plus les faibles, les fragiles. Voilà, je suis plus proche du SDF qui, au coin de la rue, tend sa main pour mendier et qui accomplit un travail immense dans l'humanité. Et j'ai
un sentiment d'injustice, qu'il soit maltraité, qu'il soit mal vu, qu'il soit mal perçu, et qu'on ne comprenne pas le travail qu'il apporte à l'humanité, justement, cet être humain. Et qu'au contraire, les dominants reçoivent toute la lumière, l'amour du peuple, etc., de façon exagérée, au moins dans cette partie du temps humain, de notre évolution, où le néolibéralisme a ramené une sorte d'aristocratie. Il a sorti les démocraties, il a éloigné les démocraties de la véritable démocratie qui commençait à se mettre en place dans les 30 Glorieuses, et pour les ramener vers l'oligarchie, vers l'autocratie, vers la plutocratie, vers l'idiocratie, vers tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, je suis en colère après ça. Mais ça, c'est tout simplement humain. Humainement, l'être humain se doit d'être révulsé par ce qui est indigne, de s'indigner, comme l'écrivait Indignez-vous, ce résistant fameux et génial. Voilà, c'est normal de s'indigner et d'être du côté des faibles, c'est tout à fait logique. Voilà, pour moi, c'est de ce côté-là que se situe l'héroïsme. C'est pas, et l'anti-héroïsme, c'est ceux qui se rangent du côté des puissants. Voilà. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on soit dans cet état. Et là, d'ailleurs, depuis le néolibéralisme, certains dominants et certains systèmes dominants essayent de nous faire détester les victimes et valoriser les bourreaux. Ou détester ceux qui sont victimes d'injustice et apprécier ceux qui commettent les injustices. Il y a eu ce travail dans les médias pendant les 30 années là, qui viennent de s'écouler du néolibéralisme, et ça, c'est hyper préjudiciable, et c'est préjudiciable pour les dominants également, parce que ça enlève de la sensibilité, ça enlève de l'empathie à l'humanité. Si l'humanité, elle a perdu de l'empathie, c'est parce que on l'a forcé à détourner la tête ou à accepter le mal qui était fait aux plus faibles. Et ça, c'est totalement préjudiciable pour la société humaine. Ça mériterait de bien développer cette idée-là, mais je la porte depuis longtemps. Jusqu'à maintenant, c'est le mal qui l'a emporté. Les siècles et la terre sont le partage du crime et de la tyrannie, écrit-il. La liberté et la vertu se sont à peine reposées un instant sur quelques points du globe. Et l'on retrouve ici la dynamique de l'utopie avec la description de l'avant-catastrophique qui précède l'entrée dans l'âge d'or. En l'espèce, la révolution va jouer le rôle de pivot, permettre le passage du mal ancien au bien à venir. Et c'est d'ailleurs du fait de son rôle historique qu'il importe à tout prix, fût-ce par la terreur, de la défendre contre ses ennemis et de l'aider à accoucher des temps nouveaux. Voilà, et c'est là où... Alors, tel que ça vient d'être dit là, ça éclaire quand même quelque chose. Fût-ce par la terreur de la défendre contre ses ennemis. Donc, est-ce que on voulait on s'attaquait à la révolution? Est-ce qu'on voulait faire revenir à l'ancien régime? Et donc, est-ce que la terreur a été un moyen d'empêcher un retour à l'ordre, en gros? Auquel cas, cette terreur avait du sens, s'il n'y avait pas d'autre moyen que celle-ci. Mais peut-être que... Donc, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Hein, il y a la complexité, de toute manière, il faut toujours tenir compte de la complexité de l'histoire. Qu'est-ce qui va faire pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc là, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Mais en tout cas,
utiliser la terreur pour faire évoluer l'humanité vers sa perfection, vers ces temps nouveaux, c'est une erreur et un crime en réalité. Donc on doit respecter, à mon sens, l'humanité se doit de respecter le rythme de l'évolution, tout en travaillant à son progrès, mais de façon à ce que ça ne soit pas brutal, à ce que l'humanité, à ce que le peuple ne souffre pas de cette évolution. Voilà, à mon sens, la ligne, et c'est peut-être quelque chose qu'il faudra établir. Si l'humanité prend conscience de son évolution et qu'elle décide de la pratiquer de façon consciente, il faudra mettre sans doute des garde-fous et des règles à ne pas dépasser pour ne pas tomber dans une évolution trop une évolution qui maltraite le peuple. Voilà. C'est une évolution qui tienne compte du peuple. Voilà. Je continue. C'est la terreur du crime qui fait la sécurité de l'innocence, écrit-il. Incroyable. Avant d'assurer le triomphe de la vertu et du bonheur. C'est la terreur du crime qui fait la sécurité de l'innocence avant d'assurer le triomphe de la vertu et du bonheur. Tel est en effet, au terme du passage révolutionnaire, l'aboutissement que prophétise Robespierre et vers lequel tend l'histoire. Un État qui sera le chef-d'œuvre de la vertu et de la raison humaine, et dont il décrit les merveilles dans son discours sur les principes de morale politique, scandé sous la forme d'objectifs à moyen terme. Voilà. Nous voulons désormais des objectifs auxquels correspondent des moyens, et tout d'abord l'instauration d'une démocratie véritable dont l'effort principal consistera à rendre meilleurs les individus, à replonger les vices dans le néant et ainsi à restaurer entre des êtres régénérés la bienheureuse unité perdue des origines. Là, c'est le rousseauiste qui parle. Mais voilà, donc, en fait, c'est ça. C'était la violence. Je comprends maintenant, parce que je pense qu'on peut mettre de la douceur quand on pense la bienheureuse unité, pas dans les origines perdues, mais dans le futur lointain. Si on pense que c'est, et c'est d'ailleurs ce que pensent les grandes religions et les monothéismes, tous les trois monothéismes, comme les religions cycliques de l'Asie. Toutes ont une vision, un horizon de perfection vers lequel se dirige l'humanité. Et c'est comme ça qu'on peut accepter que ça prenne du temps, qu'il faut laisser le temps au temps, que l'humanité a son rythme, etc., etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce début de vidéo. Là, c'était l'introduction à la pensée de Robespierre. La vidéo qui suivra, j'espère que ça sera ça, ça reprend un texte, donc un extrait de texte de Robespierre. Donc c'est ce qui va venir juste après, je pense. Voilà. Et donc voilà. Le bien du peuple doit être visé. Comme pour la démocratie. La démocratie, c'est une œuvre d'art extraordinaire dont l'humanité n'a pas encore pris la mesure. On ne mesure pas, et surtout les hommes politiques qui vivent dans nos démocraties, très peu ont cette conscience de la beauté de la démocratie. S'ils avaient cette conscience, les peuples seraient heureux, parce qu'il n'y a aucune raison. Voilà, sous les 30 ans de ce néolibéralisme, le peuple n'a pas été pris en compte. C'est les politiques ont fait une politique pour les dominants, essentiellement. Globalement, d'ailleurs, ils ont
tout ce qu'ils annonçaient comme étant des progrès, voilà, comment ils appellent ça? Ils disent là, les, donc, les réformes, voilà, les réformes sont des régressions, c'est pas des réformes. C'est tout ce qui a été fait sous le couvert de réformes, et c'est vraiment de la perversion de pouvoir utiliser ce terme. Réforme, on repousse l'âge de la retraite. Réforme, on fait travailler plus. Réforme, on baisse les salaires. Réforme, on réduit les acquis sociaux. Réforme, etc. Réforme, on pille les acquis, le trésor du peuple, ce qui lui appartenait en fait, hein, c'est bien, et on les vend on les privatise, etc. Et sous ces termes de réforme, en fait, on n'a fait que des régressions. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudra un jour juger et regarder en face pour sortir de cet état-là. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci.